Voici Jost Kobusch. Un alpiniste allemand espère atteindre le sommet de la crête ouest de l'Everest. Cela ne vous semble peut-être pas si étrange, alors voici le rebondissement, il grimpe en solitaire. Eden Hiwa. Si vous pensez que l'ascension du mont Everest est extrême, imaginez la faire en plein hiver. Les températures ici glaciales chutent encore plus bas, les vents soufflent à plus de 160 km à l'heure et l'air est si raréfié que même rester immobile semble impossible. C'est l'environnement le plus hostile sur Terre. À ce jour, 34 expéditions ont tenté de gravir l'Everest en hiver, et parmi les 5 qui ont réussi, seulement 15 alpinistes ont atteint le sommet. 7 alpinistes sont morts en tentant l'Everest entre le 21 décembre et le 22 mars. Et pourtant, une équipe audacieuse d'alpinistes a décidé de relever le défi ultime, atteindre le sommet de l'Everest pendant sa saison la plus brutale. Cette ascension allait être entachée de controverses pendant 2 ans et finirait par changer l'Everest à jamais. Cette histoire a tout pour elle. Danger, mort, ambition et un débat qui a bouleversé le monde de l'alpinisme. Comme toujours, la discrétion du spectateur est conseillée. Combien de personnes penses-tu tentent de gravir l'Everest chaque année? Le chiffre est en réalité bien plus impressionnant. Chaque printemps, plus de 800 personnes tentent d'atteindre le sommet de l'Everest. Mais en hiver, ce chiffre tombe presque à 0. C'est un défi difficile comme vous pouvez l'imaginer. Mais en 1980, un groupe d'alpinistes polonais a décidé d'affronter ces dangers de front. Et les dangers associés à l'ascension de l'Everest en hiver ne faisaient que les intéresser davantage. Dans les années 70, les alpinistes polonais avaient déjà une réputation de guerriers de la glace dans le monde de l'alpinisme. Ce surnom a été donné à leurs alpinistes pour leur capacité et volonté à gravir des montagnes même dans des conditions météo extrêmes. Et quelle meilleure façon de consolider cet héritage que de gravir l'Everest pendant sa saison la plus rude. Mais le problème était que l'équipe polonaise est arrivée au camp de base déjà désavantagée. Les Polonais sont arrivés en retard à l'expédition à cause de retard dans l'obtention des financements et des permis, contrairement à la plupart des autres équipes qui s'y préparent des semaines à l'avance. Et ce n'était pas qu'un simple contretemps. Cela signifiait qu'ils n'avaient que quelques semaines pour s'acclimater, installer les camps et tenter l'ascension du sommet. Chaque jour perdu réduisait leur temps de préparation et laissait encore moins de marge d'erreur. Pourtant, l'équipe était loin d'être amateur. Son chef, Andrzej Zawada, était un pionnier de l'alpinisme polonais. En 1973, il avait dirigé la première tentative hivernale sur un sommet de 8000 mètres, le Lhotse. Bien que cette expédition n'ait pas atteint le sommet, elle a prouvé que les ascensions hivernales dans l'Himalaya étaient possibles. Zawada savait que cette ascension les pousserait à leurs limites, alors il a réuni la meilleure équipe de 20 alpinistes que la Pologne pouvait offrir. Par exemple, Krzysztof Wilicki, l'un des alpinistes, était déjà connu pour son endurance et sa maîtrise technique. Ces qualités allaient laisser plus tard faire de lui l'un des plus grands alpinistes d'altitude de tous les temps. Leszek Chii, un autre guerrier des glaces et qui accompagnerait plus tard Krzysztof jusqu'au sommet, était aussi un alpiniste chevronné qui avait fait ses preuves sur les ascensions les plus difficiles des montagnes du Tatra et du Pamir. En plus des alpinistes, 6 membres du personnel ont aidé au-dessus du camp de base et un Sherpa haut-de-Sion hautement qualifié, Pemba Norbu, a aidé à ouvrir la voie. Chacun avait un rôle, que ce soit pour transporter du matériel, fixer des cordes ou repérer les chemins les plus sûrs à travers la glace et la neige. Ils allaient tenter l'Everest par la voie du col sud. Bien que ce soit un chemin célèbre vers le sommet, il n'avait jamais été tenté en plein hiver. Cela signifiait des journées plus courtes, une exposition constante à des vents violents et une menace permanente d'engelure et d'hypothermie. Le calendrier était serré. Leur permis pour gravir l'Everest expirait le 15 février, ce qui ne leur laissait que quelques semaines pour atteindre le sommet. L'équipe est arrivée au camp de base le 5 janvier 1980, ce qui ne leur laissait guère plus d'1 mois pour toute la tentative. Pour aggraver les choses, l'ascension en hiver était un territoire totalement inexploré. Personne ne savait ce que la météo leur réserverait, ni comment la montagne réagirait aux assauts constants des tempêtes. Chaque décision devait tenir compte de l'inconnu. Au printemps, la météo sur l'Everest est plus stable, les journées sont plus longues et d'autres alpinistes ont déjà tracé des chemins à suivre. Mais en hiver, tout cela disparaît. Les journées sont courtes et les tempêtes sont violentes et imprévisibles.
Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 49 degrés Fahrenheit et les vents sont si forts qu'ils arrachent la neige des pentes, laissant de la glace nue et glissante. C'est comme affronter une montagne complètement différente et bien plus dangereuse. Leurs défis ont débuté dès leur arrivée sur la montagne. Lorsque l'équipe est arrivée au camp de base le 5 janvier 1980, il était clair que l'Everest ne leur faciliterait pas l'ascension. Les vents hurlaient sans cesse, déchirant leurs tentes et obligeant les alpinistes à ancrer chaque pièce d'équipement pour éviter qu'elle ne soit emportée. Même avec le meilleur équipement disponible à l'époque, le froid s'infiltrait partout, dans les vêtements, le matériel et jusque dans leurs os. Le plan était simple, construire un camp de base au pied de la montagne. À partir de là, ils monteraient du plus haut, installant le camp 1, puis le camp 2, et ainsi de suite jusqu'au dernier camp 4 sur le col sud à 26 100 pieds. Ces camps permettraient à l'équipe de se reposer, de stocker des provisions et de s'adapter aux conditions difficiles. Mais la réalité de la construction de ces camps était loin d'être simple. Le camp 1, situé à environ 21 000 pieds, était la première étape. Il a fallu des jours à transporter du matériel et à lutter contre des vents violents pour l'installer, et même alors, l'équipe savait que les conditions ne feraient qu'empirer à mesure qu'ils grimperaient plus haut. L'effort pour établir le camp 2 à 21 500 pieds a été encore plus difficile. Les alpinistes ont affronté des plaques de glace à nu, mises à découvert par le vent implacable. Des cordes supplémentaires et le double de précautions furent nécessaires pour progresser en toute sécurité. L'installation du camp 2 a semblé être une victoire, mais de courte durée. Les vents se sont levés et en quelques jours, une grande partie du camp avait été détruite. Les tentes déchirées et du matériel perdu ont forcé l'équipe à battre en retraite et tout reconstruire. C'est alors qu'ils ont vraiment commencé à voir l'autre versant de la montagne. L'eau est rapidement devenue un problème. Les ruisseaux glaciaires, qui auraient dû fournir aux alpinistes une source d'eau fiable, étaient gelés. Ils n'avaient d'autre choix que de faire fondre de la glace pour chaque goutte nécessaire pour boire, cuisiner ou nettoyer leur équipement. Faire fondre assez de glace prenait des heures quotidiennement, épuisant rapidement les réserves de carburant destinées à la cuisine. L'altitude amplifiait la difficulté. Même les tâches les plus simples devenaient épuisantes à mesure que les alpinistes montaient plus haut. L'air raréfié les laissait à bout de souffle, et l'air glacial irritait leurs poumons, ce qui provoquait chez beaucoup une toux douloureuse. Le mal d'altitude était toujours une menace et les conditions glaciales rendaient plus difficile la récupération de leur corps après chaque ascension. Pourtant, l'équipe a persévéré avec détermination. Lorsque de forts vents ont détruit leur camp, ils les ont reconstruits. Quand les provisions manquaient, ils rationnaient minutieusement chaque morceau pour pouvoir continuer. Leur esprit d'équipe et leur expérience les ont aidés à surmonter chaque défi, pas à pas. Début février, ils avaient finalement réussi à établir le camp 3 à 23 500 pieds. Le vent impitoyable détruisait sans cesse leurs abris. Le camp 3 a été emporté non pas une fois, mais plusieurs fois, obligeant les alpinistes à revenir, à récupérer ce qu'ils pouvaient, et à tout reconstruire depuis le début. Chaque retour pour réparer le camp épuisait leur énergie et leurs ressources, mais ils n'avaient pas le choix. Sans un camp 3 stable, ils ne pouvaient pas monter plus haut. Le 11 février, après des semaines à lutter contre les éléments, Christophe Wieliński, Leszek Tilly et Walenty Fiut ont finalement atteint 8000 mètres et établi le camp 4 sur le col sud. C'était la dernière étape avant le sommet, mais les conditions là-bas étaient minces et presque insupportables. Les vents atteignaient des vitesses de plus de 120 km/h et le sol glacé rendait chaque pas risqué et calculé. Lors de leur première nuit au camp 4, le vent était si fort qu'il a forcé les alpinistes à se replier au camp 3, retardant une fois de plus leur progression. Comme si le vent ne suffisait pas, de fortes chutes de neige ont suivi. Le 13 février, 2 des alpinistes polonais ont tenté de reconnaître l'itinéraire du camp 4 jusqu'à l'arête sud-est. Ils ont laissé des bouteilles d'oxygène en chemin pour soutenir l'ascension finale vers le sommet, mais ils ont été forcés d'interrompre leur progression lorsque les conditions sont devenues trop dangereuses pour continuer. Les 2 hommes étaient exténués en redescendant au camp 3. Même Zawada, le chef de l'expédition et l'un de ses membres les plus expérimentés, avaient du mal à se déplacer. Les montagnes semblaient déterminées à les vaincre. Chaque fois qu'ils semblaient progresser, la météo anéantissait leurs efforts. Pour aggraver les choses, un autre coup est venu du camp de base.
Le gouvernement népalais avait annoncé que leur permis d'ascension de l'Everest expirerait le 15 février, ce qui mettrait fin prématurément à leur expédition. L'équipe était anéantie, des semaines de labeur intense n'auraient servi à rien. C'était comme le coup de grâce. Mais la chance était de leur côté. Un responsable polonais à Katmandou est intervenu à la dernière minute et a réussi à prolonger le permis de 2 jours, donnant ainsi aux alpinistes jusqu'au 17 février pour tenter leur dernière ascension. Les alpinistes disposèrent d'une fenêtre de 2 jours pour marquer l'histoire. C'était une mince chance, mais elle leur suffisait. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le plan était de grimper depuis le camp 4, à 26 100 pieds, le long de l'arête sud-est jusqu'au sommet. Après des semaines à lutter contre des vents implacables, des températures en dessous de zéro et des revers presque constants, c'était leur chance d'entrer dans l'histoire. Mais entre eux et la gloire se dressait l'ascension la plus dangereuse de leur vie. Le 16 février, alors que leur date limite approchait et que la météo montrait enfin des signes d'amélioration, Krzysztof Wieliński et Leszek Cichy se sont préparés pour l'assaut final vers le sommet. Les 2 alpinistes avaient aussi fait leurs preuves à maintes reprises au cours de l'expédition, endurant des conditions qui avaient poussé les autres à leurs limites. Ils avaient été choisis pour leurs compétences techniques, leur endurance et leur concentration inébranlable. Ce sont des qualités essentielles pour atteindre le sommet. Les 2 alpinistes partirent avant l'aube. Ils n'emportèrent que le strict nécessaire, de l'oxygène supplémentaire pour l'air raréfié, des piolets et des crampons pour le terrain traître, ainsi qu'un drapeau polonais et un drapeau népalais à planter au sommet. La progression était lente. Ils devaient s'arrêter fréquemment pour reprendre leur souffle et rationner soigneusement l'oxygène pour la dernière étape. L'arête sud-est testait leur équilibre et détermination avec des passages périlleux ne tolérant aucune erreur. Des sections étaient si étroites qu'un faux pas pouvait être fatal. De part et d'autre de l'arête, ils apercevaient des vallées profondes s'étirant sur des milliers de mètres dans l'Himalaya. L'arête donnait l'impression de marcher sur un fil au bord du monde avec le vent froid qui les poussait à chaque pas. Malgré les conditions difficiles, Wieliński et Cichy ont persisté. Le sommet se rapprochait même si la dernière portion a dû leur sembler interminable. Leur rythme a ralenti, chaque pas nécessitant un effort colossal. Malgré le froid intense engourdissant leurs mains et leurs pieds, ils ont continué d'avancer, sachant qu'ils allaient entrer dans l'histoire. Je me demande si, connaissant la controverse et les débats à venir, cela aurait changé quelque chose dans cette lutte mentale et physique éprouvante. Enfin, à 14h30, après des heures d'ascension dans des conditions parmi les plus rudes qu'on puisse imaginer, ils ont atteint le sommet. À ce moment-là, la douleur et l'épuisement sont passés au second plan. Ils l'avaient fait. Ils se tenaient au point le plus élevé de la Terre, à 8848 mètres, au-dessus du niveau de la mer, en plein hiver. La vue était à couper le souffle. Tout autour d'eux, un vaste océan de sommets enneigés s'étendait jusqu'à l'horizon. Le ciel était d'un bleu profond et infini, si limpide qu'il semblait presque irréel. Le vent était glacial et bruyant, mais ils y prêtaient à peine attention dans ce moment de victoire. Chaque douleur dans leurs membres gelés, chaque once de fatigue en valait la peine. Ils se regardèrent, échangeant un regard de pur soulagement et de fierté. Ils avaient affronté le pire de la montagne et en étaient en sortis victorieux. L'Everest, dans sa saison la plus rude, ne les avait pas vaincus. Depuis le sommet, ils ont contacté le camp de base par radio, un moment dont Wieliński se souvenait avec une grande précision. Mes premiers mots ont été « Bonjour Andreï, sais-tu où nous sommes ?» Leur chef au camp de base, qui attendait des nouvelles avec anxiété, eut à peine le temps de répondre avant que les voix triomphantes des alpinistes ne retentissent. Au sommet de l'Everest. La joie dans leur voix était indéniable. « Nous étions tellement heureux d'avoir réussi », a déclaré Wieliński dans une interview. « Nous étions là au nom de tous les membres de l'équipe. Tout le monde a tout donné. » Malgré les conditions éprouvantes, au sommet, le duo a passé 40 minutes au sommet, ce qui est une durée presque inimaginable dans des conditions aussi difficiles. Les alpinistes ne restent généralement que peu de temps au sommet en raison des dangers importants. À ces altitudes, l'air ne contient qu'un tiers de l'oxygène dont votre corps a besoin, donc chaque minute passée augmente le risque de graves problèmes de santé comme les engelures ou le mal aigu des montagnes. Les températures glaciales peuvent geler la peau exposée en quelques secondes et plus vous restez longtemps, plus il devient difficile pour certains alpinistes de recommencer à bouger. Mais pas Wieliński et Cichy. Ils ont planté les drapeaux polonais et népalais au sommet.
Pendant un bref instant, ils ont ressenti l'ampleur de leur accomplissement. Ils avaient vaincu l'Everest durant la saison la plus rude que la montagne pouvait offrir. Même au sommet du monde, ils avaient peu de temps pour célébrer. Ils savaient que l'ascension n'était que la mi-parcours. La descente à venir s'annonçait tout aussi impitoyable. La descente était aussi périlleuse que l'ascension. Velitsky et Cheyi ont décidé de prendre un autre chemin pour redescendre, un chemin plus abrité du vent. Cet itinéraire était raide et verglacé, mais il les protégeait un peu des rafales glaciales qui les avaient épuisés durant l'ascension. Ils savaient qu'une descente rapide était cruciale. De nombreux alpinistes sont morts après avoir atteint le sommet de l'Everest, incapables de survivre au retour. Lors de leur descente, ils rencontrèrent un obstacle qui les stoppa net. C'était le corps d'une femme assise bien droite, ses cheveux gelés et raides, et son équipement d'alpinisme toujours en place. Elle semblait simplement se reposer, mais elle ne bougerait plus jamais. La vue glaça Velitsky et Cheyi, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la réalité de ce que l'Everest pouvait faire. Au début, ils ne savaient ni pas qui elle était. En regardant de plus près, ils ont vu des traces d'un ancien campement à proximité, avec du tissu déchiré et des objets abandonnés. Plus tard, ils ont appris qu'il s'agissait de Hanna Laura Schmatz, une alpiniste allemande qui avait atteint le sommet à l'automne 1979. Elle atteignit le sommet, mais la descente lui fut fatale. Elle n'escaladait pas en hiver, mais même dans de meilleures conditions, l'Everest s'était révélé trop dangereux. Elle est décédée lors de la même ascension que l'alpiniste américain Ray Jeannette, porté disparu. La voir là les a profondément bouleversés. Ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient la mort en montagne, mais la trouver ainsi, figée dans le temps, c'était différent. C'était un rappel terrifiant de l'impitoyabilité de la montagne. Cela nous a poussés à redescendre au plus vite, a déclaré Cheyi plus tard en interview. Ils savaient que tout retard pouvait être désastreux. Cette vision les accompagna durant leur descente. Pendant les quelques jours de l'ascension finale, nous avons échangé peut-être 5 phrases, se souvient Cheyi. Le corps gelé et les traces de sa fin tragique rendirent leur objectif encore plus clair. Survivre. D'ailleurs, les conditions extrêmes ne laissaient aucune énergie pour la conversation. Ils se concentraient entièrement sur chaque pas, naviguant prudemment sur les pentes glacées et les arêtes exposées. Leur but, rejoindre un lieu sûr avant que la montagne ne les emporte. Après ce qui sembla une éternité, Velitsky et Cheyi atteignirent enfin la sécurité du camp de base. L'équipe entière les accueillit chaleureusement, immensément soulagés. Non seulement ils avaient survécu, mais ils avaient accompli l'inédit, atteindre le sommet de l'Everest en plein hiver et en revenir vivants. La nouvelle de leur exploit se répandit rapidement, d'abord au Népal puis dans le monde entier. Cette ascension avait changé l'Everest à jamais, prouvant qu'il était réellement possible de gravir l'Everest pendant sa saison la plus rude, redéfinissant les limites de l'endurance et de la résilience humaine. Cela a permis aux alpinistes de tenter des expéditions hors saison plus audacieuses, comme des ascensions hivernales en solo et de nouveaux itinéraires bien plus risqués. Et pour les Polonais, leur exploit allait bien au-delà d'une victoire en alpinisme. À la fin des années 70, la Pologne traversait des troubles politiques et économiques sous le régime communiste. Le pays avait soif de quelque chose à célébrer, de quelque chose qui rappellerait au monde la force et la résilience polonaise. Ainsi, accomplir ce qu'aucune autre nation n'avait jamais fait sur l'Everest était un signe de force et d'espoir en des temps vraiment difficiles. Velitsky et Cheyi étaient sur le point de devenir des légendes, leur nom étant à jamais lié à l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'alpinisme. Mais tous n'étaient pas de cet avis. Peu après l'ascension, une polémique a éclaté, menée par Reinhold Messner, l'un des alpinistes les plus célèbres de l'histoire. Messner était une figure emblématique dans le monde de l'alpinisme. Il avait déjà solidifié sa réputation comme l'un des plus grands alpinistes de l'histoire. Il a été le premier à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire, ce que beaucoup pensaient impossible. Il a aussi été le premier à gravir l'Everest en solo en 1980, la même année que l'ascension hivernale polonaise. Au-delà de l'Everest, Reinhold Messner avait atteint le sommet de plusieurs montagnes de 8000 mètres dans l'Himalaya. En résumé, c'était un alpiniste réputé pour repousser les limites de l'impossible. Reinhold Messner était aussi reconnu pour ses convictions fermes. Il croyait profondément en la pureté de l'alpinisme, ce qui influencera sa contestation de l'ascension hivernale polonaise. Pouvez-vous deviner ce qu'il objectait ?
Son objection était basée sur un changement de règlement effectué par le gouvernement népalais en 1979. Le Népal avait redéfini la saison d'alpinisme hivernale pour qu'elle se termine le 31 janvier au lieu du 28 février. Cela signifiait que, selon la nouvelle définition, le sommet polonais du 17 février avait techniquement eu lieu en dehors de la saison hivernale officielle. Pour Messner, la question était très limpide. Bien que remarquable, l'ascension ne pouvait pas être considérée comme la première véritable ascension hivernale si elle n'avait pas eu lieu pendant la période hivernale définie. Messner a également remis en question le permis d'ascension de l'équipe. Leur permis initial devait expirer le 15 février, mais une prolongation de dernière minute leur a accordé 2 jours supplémentaires, leur permettant d'atteindre le sommet le 17 février. Bien que la prolongation fût légale, Messner l'a considérée comme un contournement des règles et a qualifié l'ascension d'illégale. Les paroles de Messner avaient du poids. En tant qu'alpiniste des plus respectés de l'histoire, son opinion était très écoutée dans le milieu de la montagne. Pendant 2 ans, il a refusé de reconnaître l'ascension comme une véritable ascension hivernale, créant une énorme division au sein de la communauté des alpinistes. Penses-tu que les règles et les détails techniques devraient avoir plus d'importance que la difficulté pure et l'esprit de l'ascension? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Évidemment, tous n'étaient même pas en accord avec Messner. L'une des voix les plus fortes en défense des alpinistes polonais est venue d'Elizabeth Hawley. Elizabeth Hawley était très respectée par les alpinistes pour ses archives détaillées des ascensions himalayennes. En tant que journaliste, elle avait passé des décennies à interviewer des alpinistes et à suivre les expéditions avec une précision inégalée. Les alpinistes plaisantaient souvent en disant que si Elizabeth Hawley n'enregistrait pas votre sommet, il n'avait jamais eu lieu. Elizabeth Hawley a rejeté les affirmations trop techniques de Messner. « Je ne fais pas partie de ces ergoteurs », disait-elle célèbrement. Pour elle, les conditions extrêmes auxquelles Krzysztof Bilicki et Leszek Tychy ont été confrontés sur l'Everest en février, avec des températures glaciales, des vents de tempête et de fortes chutes de neige, prouvaient clairement qu'il s'agissait d'une véritable ascension hivernale. Leur ascension restait l'une des plus difficiles jamais tentées, peu importe la date. Le ministère népalais du tourisme partageait son point de vue. 2 ans après l'ascension, ils ont finalement délivré un certificat officiel reconnaissant l'expédition polonaise comme la première ascension hivernale de l'Everest, mettant ainsi fin au débat officiel. Même Messner a fini par accepter leur succès, quoique à contre-cœur. Cependant, la controverse a soulevé des questions sur l'évaluation des exploits en alpinisme. Est-ce une question de suivre des règles strictes? Ou s'agit-il de l'esprit et des défis de l'ascension? Pour l'équipe polonaise, la réponse était claire. Ils avaient surmonté certaines des conditions les plus rudes jamais rencontrées sur l'Everest et ils savaient que cette ascension resterait la preuve de la détermination humaine. Et ils avaient raison. Depuis cette ascension historique, l'hiver sur l'Everest est resté un défi presque impossible. Sur les 34 expéditions qui ont tenté d'atteindre le sommet pendant la saison la plus rude, la plupart ont échoué. 7 alpinistes ont perdu la vie dans ce processus. L'une des tentatives les plus célèbres, après l'équipe polonaise, fut celle de Yasuo Kato, un alpiniste japonais connu pour son audace et sa détermination. En 1982, Yasuo Kato était déjà une figure bien connue dans le monde de l'alpinisme. Il avait réalisé des exploits incroyables, comme l'ouverture d'une nouvelle voie sur la face nord de l'Eiger et l'ascension de l'Everest 2 fois, depuis le Népal et le Tibet. Quand Yasuo Kato est arrivé au camp de base de l'Everest en décembre 1982, son unique but était de gravir l'Everest en solo en hiver. Il avait amené une équipe de 8 alpinistes pour l'aider à installer les camps, mais la tentative du sommet serait la sienne, et la sienne seulement. Il prévoyait d'emprunter l'arête sud-est en utilisant de l'oxygène supplémentaire, contrairement à certaines tentatives précédentes. Contrairement au pôle, la météo leur a été propice, permettant une progression rapide. Les choses ont bien commencé. En 10 jours, l'équipe a installé le camp 2 à 20 et 1000 pieds. Malgré les défis de l'hiver, ils faisaient des progrès impressionnants. Le 22 décembre, Yasuo avait atteint le col sud à 25 918 pieds. C'est le dernier camp avant le sommet. Yasuo prévoyait de se rendre seul au sommet et de devenir le premier à atteindre le sommet du mont Everest en hiver, en solitaire. Il devait y avoir un bref moment où les conditions météorologiques s'amélioreraient et Yasuo comptait profiter de cette fenêtre à son avantage. Mais à 8100 mètres d'altitude, Yasuo s'est retrouvé confronté à autre chose. L'accalmie météorologique qu'il espérait n'est jamais arrivée. Des vents violents hurlaient autour de lui.
Respirer était une épreuve, l'air raréfié poussant son corps à ses limites. Yasuo s'arrêta pour évaluer sa situation. Il était allé si loin, mais les conditions n'étaient pas en sa faveur. Le risque d'engelure, ou pire, augmentait à chaque instant. Par expérience, Yasuo savait qu'avancer dans de telles conditions pouvait signifier non seulement échouer à atteindre le sommet, mais aussi perdre la vie. Avec une grande déception, mais une compréhension claire du danger, Yasuo prit la difficile décision de battre en retraite. Sa première tentative s'est soldée par une frustration. Mais bien sûr, Yasuo n'a pas abandonné. 5 jours plus tard, le 27 décembre, il a réessayé cette fois avec son coéquipier Toshiaki Kobayashi. Les deux alpinistes ont quitté le camp 4 à l'aube. Ensemble, ils ont grimpé à travers les vents glacés, avançant régulièrement. En milieu d'après-midi, Yasuo a atteint le sommet sud, à seulement quelques centaines de pieds du sommet. Kobayashi, épuisé et souffrant d'engelure, ne pouvait pas aller plus loin. Il a motivé Yasuo à poursuivre. Yasuo a grimpé seul, pas à pas, luttant contre l'air raréfié et le froid brutal. Et à 13h50, Yasuo a enfin réalisé son rêve. Il est devenu le premier à atteindre seul le sommet de l'Everest en hiver. C'était un exploit vraiment incroyable, mais le danger était loin d'être terminé. Après avoir atteint le sommet, Yasuo et Kobayashi ont entamé leur descente. Lors de la descente, ils ont eu de graves problèmes. Ils étaient à court d'oxygène, les températures chutaient rapidement et la nuit tombait. Le froid glacial les a empêchés de regagner le camp 4. Ils durent de s'arrêter et camper sur une crête exposée, espérant survivre la nuit et repartir le matin. Leur équipement résistait à peine aux conditions brutales. De la glace recouvrait leur visage et les deux hommes étaient exténués. La tente qu'ils transportaient les protégeait peu de la tempête. Malgré cela, ils l'ont vite ancrée en place et ont fui le froid. Dans la tente, la situation n'était guère meilleure. Ils n'avaient plus d'oxygène, donc respirer était une lutte constante dans l'air raréfié. Ils étaient épuisés, mais devaient rester vigilants. S'endormir risquait d'être un sommeil éternel. À de telles altitudes, leur corps manquait d'oxygène et fonctionnait à peine. Le sommeil ralentirait davantage leurs organismes et réduirait dangereusement l'apport en oxygène. Le froid glacial n'arrangeait rien. S'ils arrêtèrent de bouger ou baissèrent leur garde, l'hypothermie pouvait s'installer rapidement. Rester éveillés était leur seule chance de survie. La tempête à l'extérieur faisait rage. Le vent hurlait et secouait la tente, menaçant de la déchirer. Malgré cela, Yasuo resta calme, ce qui donna un peu d'espoir à Kobayashi. Sa confiance donnait à Kobayashi l'impression qu'il pourrait s'en sortir, ayant déjà survécu à de telles situations difficiles. À un moment donné, Yasuo a contacté leurs coéquipiers au camp, 4 par radio, pour leur faire savoir qu'ils allaient bien. « Le secours ne sera pas nécessaire », a-t-il affirmé. « Pas besoin de les envoyer. Nous allons bien et avons un bon bivouac. Je vous appelle demain à 7h, bonne nuit. » Sa voix était assurée, il pensait pouvoir gérer la situation. Si vous vous demandez d'où il tirait toute cette confiance, elle venait de tout ce qu'il avait vécu auparavant. Lors de 2 ascensions précédentes de l'Everest, il avait passé des nuits à plus de 8000 mètres sans équipement adéquat et il était quand même redescendu vivant. Il croyait qu'il était plus fort, mieux préparé et prêt à affronter tout ce que la montagne pouvait lui réserver. Mais cette nuit-là, l'Everest a déchaîné toute sa fureur. Une énorme tempête hivernale a balayé la montagne avec des vents hurlants à 120 miles à l'heure. La température est tombée à un mortel moins 45 degrés Fahrenheit. Les 2 alpinistes étaient condamnés. La tempête était trop puissante, le froid trop extrême. C'était un combat qu'aucun humain ne pouvait gagner. Yasuo et Kobayashi sont morts durant la tempête. Une équipe de recherche est partie dès que le temps l'a permis, mais ils n'ont rien trouvé. Le 30 décembre 1982, les recherches pour Yasuo et Kobayashi ont été abandonnées. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. L'Everest les avait engloutis tout entiers, ajoutant leur nom à la longue liste de ceux qui avaient osé le défier et en avaient à payer le prix ultime. Mais pour les alpinistes du passé, comme Yasuo, et ceux du futur comme Jost Kobus, la réussite polonaise de l'ascension hivernale a montré non seulement les dangers extrêmes et la difficulté inégalée des ascensions en hiver, mais aussi que l'impossible est possible.
Cela a renforcé l'Everest comme un terrain d'épreuve mondiale où chaque ascension contribue à l'évolution du récit de ce que l'humanité peut accomplir face aux conditions les plus féroces de la nature. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo, restez audacieux et courageux.